Il est 23h43 à Tokyo. Je suis assise au bord de mon lit d'hôtel, les pieds nus sur la moquette beige, mon ordinateur portable ouvert devant moi. L'écran brille dans le noir de la chambre. C'est le seul bruit maintenant, ce léger bourdonnement du refroidisseur qui travaille sans relâche, comme une présence vivante dans le silence. Mon téléphone vibre à côté du clavier. Encore une notification. Je ne le regarde même plus. C'est devenu un réflexe inconscient après 11 semaines, ignorer les vibrations. Elles ne signifient jamais rien d'important. Elles signifient toujours quelque chose de mauvais. La batterie affiche 4%. Elle a arrêté de compter depuis longtemps. Enfin, je l'ai arrêté de compter, en éteignant les notifications, en fermant les applications, en essayant de ne laisser au téléphone que juste assez d'énergie pour une communication ultime. Ce qui compte maintenant, c'est ce que je vois sur mon écran. Le tableau de bord des serveurs mondiaux du groupe de la Cour. 9 centres de données, 3 continents, et moi, avec un accès administrateur complet. Les numéros verts qui clignotent sur le noir me rappellent l'unique chose que j'ai construite dans ce projet. L'unique chose que personne ne peut me reprendre. Il y a 2 heures, j'ai essayé de payer ma facture d'hôtel avec ma carte bancaire professionnelle. Refusé. Le terminal a fait ce bruit qu'il fait, un petit bip sec, définitif, comme un verdict. La serveuse m'a regardé avec cette gêne typique des employés qui ne savent pas où regarder quand quelqu'un n'a plus d'argent. C'est une gêne très spécifique. Elle vient du désaccord entre ce qu'elle voit devant elle, une femme en costume de travail, des cheveux correctement coiffés, un téléphone professionnel dernier modèle sur la table, et ce que l'appareil lui dit. Personne qui ne peut pas se le permettre. J'ai dit que c'était une erreur administrative, un problème temporaire. Crédit gelé, ça arrive. Elle a souri poliment, avec cette petite crispation au coin des lèvres qui montrait qu'elle me croyait à moitié. J'ai signé un reçu en promettant de régler ça le lendemain matin, en m'efforçant de sourire avec la confiance d'une femme qui sait que c'est une question de procédure. En réalité, j'avais déjà envoyé 3 emails à Laurent. 3. Tous sans réponse. Des emails de plus en plus pressants, en passant du professionnel au suppliant, puis au quelque chose entre les deux. Le dernier disait simplement « Laurent, on a un problème ». Pas de détails, pas de demande spécifique, juste cette reconnaissance qu'une fenêtre était en train de se fermer. Je regarde le curseur clignoter dans le terminal d'administration, ce petit tiret blanc qui apparaît et disparaît, régulièrement, comme un battement de cœur électronique. C'est moi qui ai construit ce système il y a 18 mois. Moi, seule, avant même qu'on m'attribue une vraie équipe. Moi qui ai écrit chaque ligne de protocole d'urgence, qui ai testé chaque scénario catastrophe, chaque panne, chaque combinaison de défaillances qu'une infrastructure de cette taille pouvait connaître. Moi qui ai conçu le script appelé Shutdown Global, un arrêt d'urgence destiné aux situations catastrophiques, aux rançongiciels, aux brèches de sécurité qui menaceraient l'intégrité de tout ce système. Un dernier recours, une échappatoire. Et j'ai toujours les identifiants. Ils sont dans mon cerveau, enregistrés comme les mots de passe qu'on ne note jamais, qu'on ne sauvegarde jamais, qu'on garde juste vivant dans la mémoire musculaire de ses doigts. Mais revenons un peu en arrière, parce que vous méritez de comprendre comment une architecte infrastructure IT, une femme qui a passé les 6 dernières années à être celle qui répare les problèmes des autres, se retrouve seule à Tokyo, sans un sou, regardant l'équivalent numérique d'une bombe à la main, en se demandant sérieusement si c'est une arme qu'elle va devoir utiliser. 3 mois plus tôt, Laurent Mercier, directeur des opérations technologiques du groupe de la Cour, basé à Paris, m'a appelé. Il avait cette voix qu'il prend quand il veut quelque chose, charmante, presque respectueuse, légèrement condescendante, mais juste assez subtilement pour que tu te demandes si tu as bien entendu. Camille, on a besoin de toi pour quelque chose. Tokyo, migration centre de données, Asie-Pacifique. 6 semaines, peut-être 7, c'est du lourd, mais tu es la seule qui peut gérer ça. Tu es la seule. Ces 5 mots ont résonné comme une reconnaissance. Enfin, après 6 ans à être celle qui sauvait les projets en catastrophe, qui restait tard, qui acceptait les urgences sans jamais demander ce que ça lui coûterait émotionnellement. Il ne m'avait pas dit que la tentative précédente avait échoué lamentablement, que l'équipe locale avait presque fait basculer un continent entier hors ligne, que personne d'autre ne voulait toucher ce projet avec une perche de 10 mètres, que c'était un projet maudit.
Je l'ai appris en arrivant à Tokyo, quand j'ai vu l'ampleur du désastre, quand les collègues locaux ont commencé à me faire le compte-rendu de ce qui s'était passé sous le silence et la honte des réunions précédentes. Un projet qui aurait dû prendre 4 semaines et qui en avait déjà pris 12. Un projet qui avait coûté 6 fois son budget initial. Un projet dont personne ne voulait le nom sur son CV. Mais j'ai accepté. Pourquoi? Parce qu'on m'avait promis un bonus, 20 000 euros. Une somme qui, à ce moment-là, représentait le rêve d'une année de salaire supplémentaire dans ma poche. Une évaluation pour une promotion, enfin, enfin. Quelque chose qui reconnaîtrait tous ces vendredis soirs où j'avais raté des plans avec des amis pour gérer une crise IT. Et un billet retour garanti une fois le travail terminé. Pas un billet en classe économique plié en 3, mais un vrai billet, une vraie récompense. Ces 3 choses ensemble sonnaient comme une vraie vie qui m'attendait à Paris. Une vie où je ne serais plus celle qui répare tout pendant que d'autres, des hommes généralement, plus jeunes, moins compétents, en récoltent les lauriers, et les promotions, et le respect des réunions. J'ai passé 11 semaines à Tokyo. 11 semaines dans des hôtels avec vue sur la baie de Tokyo, où vous pouviez voir les bateaux s'éclairer à la tombée de la nuit. 11 semaines de réunions à 4 heures du matin pour synchroniser avec Paris. Ce moment surréel où vous êtes coincé entre 2 jours, où votre corps ne sait plus s'il est hier ou demain. Du café instant à minuit parce que mon cerveau ne savait plus quel jour c'était, quelles heures étaient normales. J'ai travaillé 12, parfois 14 heures par jour, certains jours plus. Il y avait un jour où je n'ai dormi que 2 heures, parce que la base de données principale avait commencé à présenter des signes de corruption et que j'étais la seule qui comprenait la structure de récupération qu'on avait implémentée. Et j'ai livré. Parfaitement. 11 jours en avance. 35 000 euros sous budget. Zéro défaillance. Les équipes locales étaient impressionnées. Réellement impressionnées. Pas de cette politesse professionnelle qu'on ressent. Elles m'ont offert un dîner au restaurant. Elles ont dit que j'avais sauvé leur opération. Elles ont dit que, sans moi, ils auraient probablement tous été remplacés d'ici la fin de l'année. Les collègues du bureau de Tokyo m'ont fait une petite cérémonie de revoir. Quelqu'un avait enregistré une vidéo. Quelqu'un d'autre avait acheté un gâteau. C'était samedi dernier. Samedi dernier, j'étais au-dessus du monde. Je pouvais voir le sommet d'un projet que j'avais rescapé. Lundi matin, j'avais déjà fait mes valises. Pas entraînant, rapidement, méthodiquement, en pliant chaque vêtement en me demandant si je l'avais utilisé plus d'une fois à Tokyo. Lundi soir, j'avais confirmé mon vol pour vendredi. Départ 18h30 de Narita, arrivée 23h45 à Paris CDG. J'avais même envisagé prendre un vendredi libre après mon arrivée, un jour pour me réacclimater à Paris. Je m'étais autorisée à rêver d'être à la maison, de dormir sans alarme, de prendre un café au café Le Matou près de chez moi, celui avec le serveur qui connaît mon nom et où je peux m'asseoir 2 heures sans que personne ne me demande si je veux commander autre chose, sans devoir synchroniser mentalement avec 6 fuseaux horaires différents. J'avais même commencé à penser au repas de bienvenue que ma mère avait promis de préparer. Mercredi matin, à 9 heures pile, Laurent m'a appelé. Changement de plan. 3 mots. Pas d'introduction, pas de préambule, pas même un bonjour. Ce n'était pas une conversation, c'était une annonce. Il s'est passé quelque chose. Tu restes encore un mois. J'ai cru que je n'avais pas bien entendu. Mon cerveau a travaillé un instant pour traiter l'information. Peut-être était-ce le décalage horaire. Peut-être avais-je mal compris la structure de la phrase. Mon français était bon, mais pas infaillible dans ces moments de choc. Peut-être qu'il disait quelque chose d'autre. J'ai demandé à clarifier. Il a répété, plus lentement cette fois, comme si j'étais de mauvaise foi, comme si je refusais simplement d'écouter ce qu'il me disait. Tu restes encore un mois. Chaque mot était un coup. Mon cœur s'est serré. Littéralement, j'ai senti l'onde de choc musculaire. J'ai pensé à mon appartement à Paris, le bail, la date d'expiration, fin avril. Mon propriétaire qui m'attendait depuis des mois pour ma décision finale. Allais-je renouveler? Mon propriétaire était un homme patient, mais il y avait une limite à cette patience. Il y avait déjà 3 autres candidats qui attendaient. J'ai pensé à ma mère, qui m'avait déjà acheté les ingrédients pour un dîner en famille.
Elle m'avait dit que ce serait ma première nuit à la maison depuis novembre. Elle avait acheté tout ça une semaine à l'avance pour s'assurer de la fraîcheur. J'ai pensé à elle en train de vérifier ses ingrédients, jour après jour, dans le réfrigérateur. Et puis, il y avait d'autres choses, des petites choses qui semblaient gigantesques à ce moment-là. Des engagements, une thérapie que j'avais promise de reprendre, des promesses à des amis que je n'avais pas vus depuis le printemps précédent, une vie qui attendait que je revienne la vivre. Laurent, j'ai un vol vendredi, je suis prête à partir. C'est un impératif, ça vient d'en haut. Il n'a même pas réagi à ce que j'avais dit. Il n'a même pas enregistré que je venais de lui parler. Comme si ma vie était une variable négligeable dans une équation beaucoup plus grande, une équation dont je n'étais même pas capable de comprendre l'ampleur. J'ai protesté. J'ai expliqué la situation, mon appartement, ma mère, les dépôts de garantie, les délais d'hébergement alternatifs, les détails pratiques d'une existence humaine. Il a écouté sans répondre à rien de ce que je disais. J'ai demandé des détails. Il a dit « Je ne peux pas en parler au téléphone, mais je dois le savoir maintenant. Tu peux rester ?» C'était une question, mais ça sonnait comme un ultimatum. Et la question implicite sous l'ultimatum était « Qui es-tu vraiment ? Quelqu'un qui reste ou quelqu'un qui essaie de négocier une vie personnelle avec une corporation ?» Je n'avais pas vraiment le choix. Ou plutôt, j'avais le choix entre deux options et les deux menaient au même endroit. Ou je restais et je gérais les conséquences plus tard, ou je refusais et j'acceptais le statut de quelqu'un qui n'était pas une joueuse d'équipe, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui permettrait à un projet critique de s'effondrer parce qu'elle voulait aller au café avec ses amis. Et ça, je le savais déjà. Je l'avais connu ma carrière entière. Oui, je peux rester. Bien, annule ton vol. Je vais arranger les détails avec les RH. Il a raccroché. Je suis restée plusieurs minutes à regarder mon téléphone. L'écran affichait toujours la durée de l'appel qui s'écoulait, puis qui s'arrêta. Mon vol était dans 4 jours. J'ai immédiatement contacté l'hôtel pour prolonger ma réservation. J'ai appelé le numéro de réception directement. La personne à la réception a souri. Elle connaissait déjà mon nom. J'étais la femme qui ne voulait pas quitter la chambre, celle qui se faisait livrer le dîner à minuit, celle qui n'avait pas pris un jour de congé en 11 semaines. Bien sûr, mademoiselle Aubert, aucun problème. Une semaine supplémentaire ? Elle proposait même la durée, comme si elle avait déjà anticipé que ce genre de demande viendrait d'une femme comme moi. Puis elle a demandé ma carte de crédit pour la garantie de la prolongation. C'est un processus standard. Vérifier qu'on peut payer. Vérifier qu'on existe vraiment, aux yeux du système financier. Ma carte professionnelle, je l'ai donnée. Elle a pris les numéros, l'expiration, le code CVV, ce code qu'on ne devrait jamais donner à quelqu'un, que vous donniez quand même parce que c'était l'hôtel, c'était officiel, c'était obligatoire. Quelques secondes plus tard, elle m'a regardée avec cette gêne de nouveau. Cette gêne spécifique, cette pause avant la mauvaise nouvelle. Refusée. Une autre pause. Celle-là, elle était mienne. C'est impossible, j'ai dit. C'est une carte professionnelle. C'est directement lié au compte de l'entreprise. Elle a retraité. Même résultat. Refusé. J'ai appelé Laurent, directement, sans passer par l'email, sans laisser de message, directement. Ma carte a été refusée, à l'hôtel. Laurent, je viens de prolonger ma réservation sur ta demande. Je suis à 9000 km de chez moi. Je ne peux pas payer mon hôtel. Il a ri. Un vrai rire, pas nerveux, comme si c'était amusant. Comme si c'était drôle que j'ai un problème. Gel budgétaire sur tous les comptes de voyage. Nouvelles directives financières. Efficacité opérationnelle. Tu notes les frais. Tu envoies les justificatifs à ton retour et tu seras remboursé. Je me suis forcée à rester calme. C'était juste un problème administratif. C'était juste une question de processus. Laurent, j'ai besoin de nourriture, d'un lit. Je suis actuellement à Tokyo. Tu viens de me demander de rester. Comment je suis censée… C'est vrai que Tokyo c'est cher, mais tu es débrouillarde. C'est pour ça qu'on t'a envoyé. Je suis sûre que tu trouveras des solutions. Son ton était devenu condescendant, comme si c'était mon problème personnel maintenant. Comme si mon existence à Tokyo avait cessé d'être une responsabilité corporative et était devenue un test de ma créativité. Et le bonus ? La promotion ?
Nous en avions parlé avant que je vienne. Ces choses-là se décident lors des évaluations annuelles. Septembre. On en repariera. Il y avait de l'impatience dans sa voix maintenant. Il voulait raccrocher. Il avait d'autres réunions. Il avait une vie qui continuait à Paris. Il avait d'autres problèmes qui ne me concernaient pas. Laurent, attends, Il avait déjà raccroché. J'ai appelé les RH. Répondeur automatique. Les bureaux sont actuellement fermés. Veuillez laisser un message. Je n'ai pas laissé de message. J'ai rappelé. Numéro occupé. Numéro verrouillé. J'ai essayé 3 numéros différents. J'ai envoyé un email. Réponse automatique. Nous sommes submergés de demandes. Votre email sera traité dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables. 7 à 10 jours. J'avais 4 jours avant la fin du mois. 4 jours avant de devoir expliquer à un hôtel que je n'avais pas d'argent et que je ne pouvais pas payer. 4 jours avant de comprendre que j'étais réellement, vraiment, sans option. J'ai rappelé Laurent. Messagerie directe. Elle n'était même pas pleine. Il avait probablement des centaines de messages non écoutés et le mien allait s'ajouter à la pile. Et maintenant, il est 23h43 à Tokyo. Je suis assise sur ce lit d'hôtel, un lit dans une chambre que je peux moins se permettre avec chaque heure qui passe. Mon téléphone affiche 4% de batterie. Ma carte bancaire refusée. Mes appels sans réponse. Et devant moi, sur l'écran de mon ordinateur, le système que j'ai construit de mes propres mains. Un système que personne au monde ne comprend aussi bien que moi. Un système que je pourrais arrêter en tapant une seule commande. Et pendant que j'étais assise là, à regarder les chiffres verts qui clignotaient sur l'écran noir, quelque chose a changé en moi. Quelque chose s'est cristallisé. Je prends mon téléphone une dernière fois. Ma main tremble un peu. Je prends une capture d'écran de mon compte bancaire professionnel. L'écran affiche « Solde disponible, 0,00 €. 0 €. Juste 0. Puis une de la facture d'hôtel. 22 000 € pour prolongation. Puis une du tableau de bord des serveurs. Ces beaux chiffres verts. Ces serveurs que j'avais reconstruits de mes mains. Je l'envoie à Laurent. Message simple. À demain. Puis je l'éteins. Vraiment cette fois. Le 4% devient du noir. L'écran meurt. L'appareil refroidit dans ma main. Je branche mon ordinateur portable au chargeur. Je prends 3 respirations. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je commence à taper. 3 fenêtres se déploient devant moi sur l'écran noir de la chambre d'hôtel. 1. Le terminal d'administration avec ma connexion active. Les symboles verts et bleus du protocole système. 2. Mon dossier de preuves chiffré, celui que j'avais commencé à compiler il y a 2 semaines, quand j'avais commencé à voir les irrégularités dans les audits. 3. Le client email du groupe de la Cour, déjà authentifié, en attente. Je parcours mon dossier une dernière fois. Les irrégularités que j'avais trouvées pendant l'audit de migration. Les 280 000 € en matériel IT commandé et payé, mais jamais livré. Jamais arrivé. Jamais inventorié. Juste disparu. Les factures avec les en-têtes corporatifs authentiques. Les commandes signées par des managers de Delacour. Toutes tracées jusqu'à un fournisseur appelé Nexus Tech Services. Et quand j'avais creusé plus profondément, quand j'avais vérifié les documents d'enregistrement de ce fournisseur, quand j'avais suivi les numéros SIRET, quand j'avais croisé les adresses, j'avais trouvé un contact secondaire, Laurent Mercier. Adresse personnelle, numéro de téléphone, signature sur des commandes. C'était là, sur l'écran, impossible à nier. Fraude. Aucun doute possible. Détournement de fonds. Falsification de documents. Largement plus grave que de refuser une carte de crédit à quelqu'un qui avait passé 11 semaines à reconstruire ton empire technologique. Bien plus grave que de rire quand on dit qu'on a faim. Pendant 2 semaines, j'avais gardé le silence. Pas parce que je ne voulais pas parler, mais parce que je me disais 1000 raisons de ne pas le faire. J'avais besoin de plus de preuves. Je pouvais faire une erreur d'analyse. Peut-être que c'était une fausse piste. Peut-être que j'avais mal lu quelque chose. Je réglerai ça à mon retour, me disais-je. Ce serait plus intelligent de le faire à distance, en sécurité,
avec les ressources appropriées, avec les avocats, avec un plan. Je réglerai ça quand j'aurai un toit stable et un compte bancaire qui fonctionne. Mais là, maintenant, avec mon téléphone mort et mon compte gelé, à 4 heures du matin à Tokyo, 4 heures du matin où le monde s'arrête et où on est vraiment, profondément, seul, je comprenais quelque chose. J'attendais le bon moment. Et ça, c'était le bon moment. Pas le moment que j'aurais choisi, pas le moment parfait. Juste le moment où les autres options ont cessé d'exister. Le moment où rester silencieuse devenait plus dangereux que de parler. Je tape le premier email. Adresse directeur@compliance.groupe-delacour.fr. Objet urgent. Fraude à la facturation IT. Enquête confidentielle demandée. Je joins tous les documents. Capture d'écran, analyse, lien, tout. Je tape le second email. Adresse légal@groupe-delacour.fr. Même objet, même document. Je tape le troisième, quatrième, cinquième. Tous adressés aux 3 membres du conseil d'administration que je pouvais identifier par leur biographie sur le site corporate. Leurs emails professionnels étaient publics, enfouis dans les petits caractères des pages de contact. Tout ça est public, pensais-je. Je ne faisais rien d'illégal, je signalais simplement un crime. Je fais une pause. Je relis chaque email. Ils sont clairs, calmement professionnels, documentés. Chacun d'eux est une grenade avec une courte mèche, prêt à être lancé à travers l'océan Pacifique. Puis je regarde le terminal. Et je commence à taper lentement, délibérément, chaque caractère comme s'il pesait quelque chose. Shutdown Global. Je me pose. Mon doigt plane au-dessus de la touche Entrée. C'est le moment. Le moment exact où on passe du point de non-retour. Le moment où on bascule de quelqu'un qui pense à faire quelque chose à quelqu'un qui l'a fait. Après ça, il n'y a pas d'excuse, pas de malentendu, pas de « désolé, c'était un accident administratif », pas de retour. Après ça, je suis la femme qui a coupé les serveurs du groupe de la cour. Point. C'est fini. Je pense à mon appartement à Paris, à mes affaires, mes photos sur les murs, mes livres sur les étagères, mon café préféré qui n'existe que dans une petite cafétéria du 6e arrondissement, que seuls les vrais Parisiens connaissent. Je pense à ce décalogue d'une vie normale. Je pense à ma mère qui doit vérifier son téléphone à la maison en se demandant si j'ai finalement une date de retour. Elle doit l'avoir vérifié des centaines de fois. Elle l'a probablement stressée à la limite de l'angoisse. Et moi, j'étais assise ici, à Tokyo, à 4 heures du matin, et je m'apprêtais à faire quelque chose qui changerait tout. Je pense à tous les vendredis soirs où j'ai pu m'asseoir à la terrasse d'un café sans être de service, mentalement, en attendant que mon téléphone vibre avec une urgence. À tous les dîners annulés, à toutes les dates non confirmées, à tous les moments où j'avais dit « je ne peux pas, j'ai du travail », alors que quelqu'un que j'aimais voulait juste passer du temps avec moi. Et pourquoi? Pour une corporation qui refusait de me payer, qui gelait mon accès, qui me laissait mourir de faim dans un hôtel que je n'avais pas le droit d'avoir réservé plus longtemps. Et puis je pense à Laurent, à sa voix condescendante, à ces 3 mots qui m'ont détruite. Il s'est passé quelque chose. À son rire quand j'ai dit que j'avais besoin de manger. À cette certitude absolue dans sa voix. La certitude d'un homme qui sait que vous n'avez aucune option, que vous êtes piégé, que vous allez accepter tout ce qu'il dit parce que quelle est votre alternative? J'appuie sur Entrée. L'écran change. Les codes commencent à s'exécuter. Quelque part dans le monde, dans 9 centres de données sur 3 continents, les systèmes reçoivent l'ordre. L'ordre qui dit « Arrêtez. Arrêtez tout. Maintenant. » À Paris, il est 15h43 le lendemain matin, mercredi. Laurent est dans une salle de réunion vitrée avec le directeur financier et 2 autres personnes. Il parle des prévisions trimestrielles. Laurent prend un café. Il est de bonne humeur. Il a un secret qui le rend heureux. Il ne le sait pas encore, mais ce secret vient de devenir son dernier secret avant que tout s'effondre. À 15h51, tous les écrans de l'étage se figent. Les chiffres verts qui clignotaient. Le travail en cours. Les fenêtres ouvertes.
Tout s'arrête simultanément. Les gens se regardent. Il y a cette pause où personne ne comprend ce qui vient de se passer. Ont-ils appuyé sur quelque chose? Y a-t-il eu une panne? À 15h52, les voyants lumineux du centre de données de Paris s'éteignent. Tous. En même temps. Comme quelqu'un qui éteint les lumières d'une maison. À 15h53, mon téléphone retrouve un peu de batterie. Assez pour que le premier appel passe. C'est Laurent. Je peux presque le voir à Paris, paniqué, sans comprendre ce qui se passe, cherchant une explication. Il crie. Littéralement, il crie en français à travers l'océan Pacifique. « Camille, qu'est-ce que tu as fait ?» Je réponds calmement. Trop calmement probablement, ce qui le met encore plus en colère. Je suis assise sur ce lit d'hôtel et je suis plus calme que je n'ai jamais été. J'ai exécuté Shutdown Global, le système que j'ai écrit moi-même. Tout est arrêté, tous les serveurs, partout, tous les 9 centres de données, jusqu'à ce que tu saches exactement ce que j'ai senti ces 2 derniers jours, jusqu'à ce que tu comprennes ce que signifie l'abandon. Tu es folle? C'est quoi ton problème? Relance-les maintenant! Non. Il crie d'autres choses, des menaces, des accusations, des appels à me poursuivre. Je ne l'écoute que partiellement, parce qu'en même temps que je le dis, je finalise les derniers emails. Tous ceux que j'avais préparés il y a 2 heures sont maintenant en transit. Le directeur de la conformité, l'équipe juridique, les 3 administrateurs, tous les documents, toutes les preuves. Ils sont maintenant déployés dans le système de Delacour, impossibles à rattraper, impossibles à récupérer. Laurent crie toujours. « Camille, tu vas être poursuivie, je vais te détruire. Tu as détruit ma carrière, tu as détruit… » « Terminé, dis-je simplement, et j'appuie sur terminer l'appel. Son cri s'arrête. Seul le silence reste. Les 4 heures suivantes ne sont que du chaos pour tout le monde, sauf moi. Pour moi, c'est simplement le moment où les choses se mettent en place. C'est inévitable, c'est certain. C'est fini, d'une certaine manière, avant même d'avoir commencé. À 16h15 à Paris, le directeur de la conformité ouvre le premier email. Il lit silencieusement. Ses yeux balaient le texte, les documents, les preuves. Puis il relit. 1 fois, 2 fois. Ses yeux s'agrandissent. Pas de manière dramatique, mais progressivement, à mesure qu'il comprend vraiment ce qu'il est en train de lire. Il décroche immédiatement le téléphone et appelle son supérieur. Pendant ce temps, le système d'audit financier qu'il supervisait depuis 6 mois retrouve soudainement un sens clair à la lumière de ses preuves. Des anomalies budgétaires qu'il suspectait, mais ne pouvait pas documenter. Des commandes qui ne correspondaient pas aux inventaires. Des fournisseurs qui semblaient trop familiers aux décideurs. Tout prend sens, tout s'aligne. C'est comme quand on regarde une peinture qui semblait abstraite et confuse, et soudainement, on voit le visage caché dans les couleurs. À 17h30, l'accès de Laurent est suspendu. Un clic. Un changement dans les permissions. Ses identifiants ne fonctionnent plus. Il ne peut plus entrer dans son propre bureau. À 17h47, un numéro inconnu m'appelle. Je sais immédiatement qui c'est. J'ai étudié l'annuaire corporate pendant les longues nuits à Tokyo. C'est Étienne Delacour, PDG, fondateur du groupe. Je n'ai jamais parlé à cet homme. Je l'ai vu une fois sur une vidéo de présentation interne, mais c'était comme regarder quelqu'un à travers un verre épais. Maintenant, il est au téléphone, et je peux l'entendre respirer. Mademoiselle Aubert, je vais être directe. Nous examinons certaines choses en ce moment. Certaines choses très graves concernant des opérations de facturation. Des problèmes qui remontent à plusieurs années. Je crois que vos documents et vos preuves y sont pour quelque chose? Oui. Bien. Je comprends vos raisons et franchement, je ne suis pas fâchée de ce qui vient de se passer. Laurent Mercier devait être arrêté. Mais mademoiselle Aubert, nous avons un problème. Tous nos systèmes sont arrêtés. Nos clients reçoivent des erreurs. Les opérations se réduisent à néant. Pouvez-vous restaurer les serveurs? S'il vous plaît? Son ton s'est complètement inversé. Ce n'est plus celui d'un PDG qui donne un ordre à une employée. C'est presque celui d'un parent qui demande à un enfant fâché de ne pas lui en vouloir. C'est celui d'un homme qui réalise qu'il a perdu le contrôle et que seule la personne à l'autre bout du téléphone peut le lui redonner. Oui, mais d'abord j'aimerais discuter de mes conditions. Silence à l'autre bout. Pas un silence vide, un silence rempli de calculs, de réalisations,
de compréhension. Conditions? Vol retour en classe à faire, confirmé écrit sous 24 heures. Dépenses remboursées rétroactivement en totalité, plus compensation pour la semaine supplémentaire imposée. Disons 2 mois de salaire comme indemnité pour manquement à contrat et abus de pouvoir. Une offre écrite pour le poste de directrice infrastructure. Le vrai poste, pas un titre vide. Celui qui vient avec budget, autorité et reconnaissance. Et une documentation de protection des lanceurs d'alerte signée par votre équipe juridique. Je suis étonnée de moi-même en prononçant ces mots. Je suis choquée de ma propre clarté. C'est sorti avec tant de précision. Comme si une partie de moi avait préparé cette conversation pendant des mois. Comme si je savais que ce moment arriverait, et que j'avais passé tout ce temps en exil à Tokyo, à mémoriser exactement ce que j'allais demander. Étienne respire profondément. À Paris. Probablement pendant qu'il regarde par la fenêtre de son bureau, au-dessus de la Seine, en voyant les bateaux passer et en comprenant qu'une femme en Asie vient de reprendre le contrôle de son empire. Vous demandez beaucoup. Je demande ce que j'ai mérité. Et je demande aussi protection. La protection d'une femme qui sait trop sur trop de personnes pour être laissée sans défense. Vous croyez vraiment que Laurent va... Je crois que Laurent va faire absolument n'importe quoi en ce moment. Ses accès sont coupés, ses secrets sont exposés. Il n'a plus rien à perdre. Donc oui, je crois que j'ai besoin de cette protection. Un autre silence, plus court celui-ci. Je peux presque entendre ses pensées. D'accord, vous aurez tout cela, écrit, demain. Mais s'il vous plaît, restaurez les serveurs, maintenant. Demain, pas demain, avant minuit ce soir, heure de Paris. C'est mon dernier prix. Vous savez que vous êtes en train de négocier avec le PDG, là? Oui, et vous êtes en train de négocier avec la personne qui peut rendre votre entreprise visible ou invisible. Vous pouvez décider de combien de temps vous resterez sans serveur. Vous pouvez décider de combien de clients vous perdez. Vous pouvez décider de votre réputation. Mais seule la personne à l'autre bout du téléphone, moi, peut restaurer ce qui vient d'être arrêté. Alors, avant minuit, heure de Paris, écrit, signé, authentifié. Alors, les serveurs reviennent. Il rit. Un vrai rire cette fois. Pas un rire nerveux. Un rire qui semble venir d'un homme qui vient de réaliser quelque chose d'amusant. La vie. Le destin. Comment une femme sans argent à Tokyo vient de devenir la personne la plus puissante de son entreprise? Vous n'avez peur de rien, mademoiselle Aubert? Non. Je viens de passer 12 heures sans eau courante chaude. Je viens de passer 48 heures sans savoir comment je paierai le prochain repas. Je viens de passer 2 mois à être poussée au-delà de mes limites par quelqu'un qui pensait que ma vie ne valait rien. C'est difficile d'avoir peur après ça. Vous ne pouvez pas prendre plus que ce qui m'a déjà été pris. À 23h30 ce soir-là, mercredi soir à Paris, jeudi matin à Tokyo pour moi, j'ai un email. Signé numériquement par l'équipe juridique du groupe de la Cour. Contrat signé. Vol confirmé. Classe à faire. Départ vendredi. Compensation confirmée. 3 mois de salaire finalement, qu'Étienne a augmenté parce qu'il a compris à quel point j'aurais pu faire pire. Promotion confirmée. Directrice de l'infrastructure informatique, directement rapportée au PDG. Protection confirmée. Couverture juridique complète contre toute action de Laurent ou de tout autre. Je lis 1 fois, 2 fois, 3 fois, juste pour être sûre que ce n'était pas un rêve, juste pour être sûre que je n'avais pas halluciné tout ça. Mais c'est réel. L'écran ne change pas, les mots restent. Je suis sauvée. Je suis, contre toute attente, gagnante. Puis j'appelle Étienne. C'est fait? C'est fait. Alors, je restaure le système. Et c'est là que j'ai vraiment exécuté Shutdown Global en sens inverse. Un autre script, écrit par moi des mois plus tôt, un plan B au cas où un plan B serait jamais nécessaire, Restart Global. Tous les serveurs, partout, en cascadant en arrière-plan. En revenant à la vie, lentement, section par section, comme un cœur qui se remet à battre après une arythmie. Cela prendra environ 1 heure. 1 heure où l'entreprise entière va respirer un soupir de soulagement. 1 heure où Laurent va probablement recevoir un appel de son avocat. 1 heure où ma vie va complètement changer de direction. Je m'adosse à mon lit d'hôtel. Je regarde par la fenêtre. Tokyo scintille.
Elle a scintillé chaque nuit pendant 11 semaines, et pendant 3 mois avant ça en réalité, puisque j'avais travaillé pour le projet avant d'arriver physiquement. Mais je ne pense pas que j'avais vraiment regardé. Je n'avais pas le temps. Maintenant, je la regarde. Les lumières des gratte-ciel. Les voitures qui se déplacent comme des insectes lumineux. Les gens qui rentrent chez eux, qui retrouvent leur famille, qui vivent leur vie. Et je souris. Merci d'avoir essayé de me détruire, Laurent. Tu m'as donné exactement le moment qu'il me fallait. Laurent est mis en disponibilité jeudi matin à Paris, dès que l'enquête interne commence à recueillir les preuves finales. On lui dit qu'il ne peut plus entrer dans le bâtiment de Delacour. On lui dit que ses accès sont révoqués. On lui dit qu'une investigation formelle a commencé. Jeudi, il n'est plus officiellement autorisé à franchir les portes vitrées de l'entreprise qu'il avait aidé à diriger. Jeudi, il devient quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'ordinaire, sans pouvoir, sans prestige, sans cette armure que le titre et la position donnent. Juste un homme avec un avocat et beaucoup de problèmes. Un homme dont la vie, aussi soudainement que possible, a changé de direction. Vendredi soir, je suis à l'aéroport de Narita. Le même aéroport par lequel je suis arrivée 11 semaines plus tôt. Pas sur le vol de 18h30, c'est un vol en classe économique avec un siège au milieu, ce qui est maintenant derrière moi. Je suis sur un vol en classe affaires qui décolle à 22h15. Seat 3A. Fenêtre. Champagne dès l'embarquement. Je refuse gentiment. Je demande de l'eau fraîche, du glaçon. Un moment de silence. Je dors pendant 14 heures. D'un sommeil profond, sans rêve, celui qui vient quand votre corps sait finalement que vous êtes en sécurité, que vous n'avez plus besoin de rester vigilant, que personne ne va vous réveiller avec une urgence. Je dors comme quelqu'un qui a tiré une épée de ses mains et qui la pose enfin, qui peut enfin se reposer. J'atterris à Paris CDG samedi matin. Il fait gris. Il pleut. C'est Paris. Le chauffeur que Delacour a envoyé m'attend à la sortie des douanes, avec mon nom sur une pancarte. C'est absurde et surréel et parfait. Je n'ai jamais eu de chauffeur avant. Je me sens comme quelqu'un qui joue un rôle. Je suis quelqu'un qui joue un rôle. Je suis la femme qui a arrêté un empire. Je suis la femme qui a dit non. Je commence mes fonctions de directrice infrastructure le lundi, au même étage que Laurent était avant. En réalité, c'est mieux que ça. Mon bureau est plus grand. Il a une fenêtre. Je passe sa ancien bureau. Il est vide maintenant. Les objets personnels ont déjà été emballés dans des boîtes. Les photos de sa famille, ses prix, ses récompenses, toutes ses preuves de succès, emballées comme des affaires à jeter. L'enquête interne trouve des preuves supplémentaires chaque jour. 2 millions d'euros en total, remontant sur 4 ans. 4 années de subtraction minutieuse. 4 années de quelqu'un qui pensait être intouchable. L'arrêt a duré 47 minutes. Tout ce que je voulais, un billet retour, une compensation, une promotion, une protection, a pris 47 minutes et une seule commande. 47 minutes pour réécrire ma vie. 47 minutes pour transformer le désespoir en victoire. 47 minutes où j'ai tenu l'équilibre du monde dans mes mains. Ma carrière avait été en arrêt lent pendant 6 ans. Lent, stagnant, observant pendant que les autres, des hommes généralement, moins compétents que moi, récoltaient ce que j'avais planté. Les promotions, les augmentations, le respect, la reconnaissance. Eux, ils récoltaient. Moi, je plantais. Drôle de constater combien de temps il faut pour taper la commande qui répare tout. Une frappe, une entrée, un monde qui s'arrête et redémarre, mais cette fois, avec moi à la bonne place. Cette fois, au sommet. Et voilà comment j'ai coupé le serveur mondial du groupe Delacour à Tokyo, avec une batterie à 4% et sans autre option. Et comment ça a changé tout.